Bienvenue à la première session à Art Team Digital. On est ici un petit peu en mode after work. Je suis ici avec Vladimir Manetti, Philippe Garot, j'ai Mauro Romano et Victor Bolev. Et on va toucher à quelques thèmes aujourd'hui, quelques sujets en cardio. On sait que c'est vraiment une expérience qui est très interactive. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous levez la main et on va vous donner la parole, ou sinon, vous pouvez juste couper votre micro après les topos et il y aura 10 minutes de discussion après tous les topos. Je vais juste vous rappeler que les sessions, ça va être enregistré. Si vous voulez que notre image n'est pas enregistrée, je vais vous demander simplement de couper votre caméra. Bon, écoutez, on va commencer. Je vous présente Vladimir qui va parler un petit peu du dépistage de l'FA. Vlad. Je vais vous parler, moi, du dépistage de la fibrillation atriale à l'ère numérique. Donc, je suis le docteur Manetti, je suis un des rythmologues de Massy et de Quincy. Donc, on va commencer par, on peut dire, enfoncer des portes ouvertes, mais par parler d'images très importantes qui vous permettra de savoir un petit peu quelle est l'amplitude de ce phénomène qui est un vrai problème de santé publique. La fibrillation atriale touchera une personne sur 3 de plus de 55 ans dans les années à venir, et donc de nombreuses personnes seront affectées par cette pathologie. Vous savez que l'incidence de la fibrillation atriale est proportionnelle à l'âge, avec les hommes qui sont légèrement plus atteints que les femmes, et avec une courbe qui devient exponentielle aux alentours de la 6e décade. Si on projette l'incidence cumulée de la fibrillation atriale dans les 40 années à venir, vous pouvez voir que aux alentours des années 2050, il y aura plus de 15 millions d'Européens qui seront atteints de fibrillation atriale, et donc c'est sous nos latitudes une maladie qui est devenue banale. Sur une carte du monde, vous pouvez voir également qu'il y a un gradient nord-sud assez important, avec une prévalence très importante dans les pays d'Europe occidentale et dans les pays d'Amérique du Nord, et qui sont probablement liés au mode de vie dans ces endroits-là, puisque la fibrillation atriale est corrélée avec les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, quelle méthode de dépistage ? On en a de plus en plus. Jusqu'à il y a un certain temps, on ne savait pas que d'avoir un pouls irrégulier était quelque chose d'anormal et que ça devait entraîner une consultation chez un cardiologue. Maintenant, on le sait beaucoup plus. La méthode la plus simple, celle qui est parfois pratiquée par les patients, c'est la mesure de la pression artérielle avec sur tous les tensiomètres une petite fonction qui permet de notifier au patient le fait que son rythme soit irrégulier. La prise de pouls par l'auscultation cardiaque ou par la prise du pouls du médecin généraliste, l'électrocardiogramme et le holter bien entendu. Et enfin, des enregistreurs d'événements qui sont déjà un peu dépassés, qui sont des enregistreurs d'événements qu'on donne à nos patients, qui vont eux-mêmes en fait décider d'utiliser uniquement lorsqu'ils ressentent des symptômes de type palpitation. Alors l'ESC dit, avec une classe de recommandation de niveau 1 et un niveau de preuve B, que le dépistage de la fibrillation atriale est intéressant chez les personnes de plus de 65 ans, en prenant le pouls ou en faisant un électrocardiogramme, et on va voir sur quoi ça peut déboucher dans les diapositives à venir. Les nouvelles méthodes de dépistage et celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont bien entendu celles que probablement certains de vos patients vous ont montrées. C'est la photoplétismographie, c'est-à-dire en fait le smartphone qui dispose d'une fonction en fait qui est un petit peu comme celle d'un saturomètre. Un photoplétismographe, c'est un appareil qui est capable d'envoyer une lumière au niveau généralement soit d'une artère de la partie dorsale du poignet, soit d'une petite artériole du doigt, et cette lumière va être réfléchie différemment en fonction du cycle cardiaque, et donc ça va permettre en fait d'avoir une sorte d'onde de pouls sans pour autant être équipé de matériel qui auparavant était réservé aux hôpitaux. Ces photoplétismographes qui étaient auparavant uniquement situés sur les téléphones sur les appareils photo des téléphones portables sont aussi présents sur les montres, et la partie maintenant la plus développée, c'est l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des photoplétismographes qui sont continus, qui vont en permanence en fait
enregistrer le rythme cardiaque et qui, en cas d'irrégularité du rythme cardiaque, vont demander au patient de réaliser un électrocardiogramme qu'il va lui-même pouvoir faire et qui va être un électrocardiogramme bien évidemment sur une piste, qui est la méthode la plus développée. C'est donc basé évidemment sur l'irrégularité du rythme et toute l'intelligence de ces algorithmes, c'est de pouvoir différencier, comme le faisaient nos anciens cliniciens, une pause liée à un bloc atrioventriculaire, d'une bradycardie régulière, d'une tachycardie régulière, d'une variation respiratoire du cycle cardiaque pour finalement se concentrer sur un rythme qu'on appelle, nous, irrégulièrement irrégulier, c'est-à-dire en fait un rythme chaotique, sans période, sans répétition, qui caractérise la fibrillation atriale. Vous savez qu'on ne peut pas parler de fibrillation atriale sans électrocardiogramme, donc il faut aller un petit peu plus loin que ces dépistages grâce à l'onde de pouls. Alors comment ça fonctionne ? Par exemple, la smartwatch, qui est quand même la plus utilisée, ça fonctionne sur la base de ce photoplétismographe qui va calculer des intervalles entre les ondes de pouls. Et il y a des fenêtres glissantes, en fait, qui vont prendre 10, 15, 20 ondes de pouls, 20 intervalles. Et si ces intervalles comprennent des cycles qui sont irréguliers, au-delà d'un certain nombre, eh bien, ça va déclencher une notification qui elle-même, généralement, va déclencher la possibilité de faire un électrocardiogramme une piste par le patient. Alors, l'étude la plus connue, c'est donc l'étude Smart Watch de Apple, qui a montré donc que si on équipait 400 000 Nord-Américains adultes de ce type de montre, il y avait finalement 0,5 notifications, ce qui m'a paru personnellement assez peu, puisque je pensais que n'importe qui aurait ce type de montre allait être harcelé par des notifications intempestives. Et en fait, il n'y a que 0,5% de patients qui ont reçu une notification, et parmi ces 0,5 patients, 3% de patients dans la population générale avaient plus de 65 ans. Chez ces patients qui ont reçu une notification, les personnes qui ont réalisé cette étude ont envoyé des holters de longue durée, et ces holters de longue durée ont cherché de la fibrillation atriale. Donc ce n'était pas simultané par rapport aux notifications de la montre, mais on a recherché de la fibrillation atriale, et chez 30% des personnes qui avaient été notifiées, on a découvert de la fibrillation atriale. On a pu calculer une valeur prédictive positive, puisque les personnes qui avaient ensuite les holters avaient toujours la montre, et la valeur prédictive positive du photoplétismographe était de 0,7. La valeur de photoplétismographe couplée à un électrocardiogramme était un peu plus élevée, à 0,84. Et paradoxalement, en fait, la valeur prédictive positive diminuait chez les sujets de plus de 65 ans, et cela était lié au fait qu'ils étaient plus souvent atteints d'extrasystolie atriale ou ventriculaire qui pouvaient leurrer le dispositif. Alors, c'est bizarre parce que la valeur prédictive positive, elle est à 0,84. Quand on regarde la sensibilité et la spécificité de ces outils, elle est extrêmement élevée. Mais il faut se rappeler que c'est un peu comme les tests antigéniques pour le Covid. La valeur prédictive positive d'un test, elle n'est pas dépendante que du test, mais elle est aussi dépendante de la prévalence de la maladie. Au moment où on le fait, dans la population où on le fait. Et donc, bien que ces outils soient particulièrement sensibles et spécifiques, c'est comme pour la troponine, tout dépend à qui c'est fait, à qui c'est dosé. Le principal écueil de ces outils-là, c'est la prévalence de la population dans laquelle ils sont utilisés. Alors pourquoi dépister ? Eh bien, intuitivement, on a envie de dépister ces patients pour instaurer un traitement anticoagulant, pour éviter un caillot dans l'oreillette gauche, et puis pour contrôler le rythme ou la fréquence, bien que ce soit plus controversé, pour éviter l'installation d'une insuffisance cardiaque. Donc un petit rappel, ça c'est une étude des annales de médecine interne, une méta-analyse qui a pris les 5 plus grands essais qui ont été effectués et qui ont comparé les AVK au placebo dans la fibrillation atriale. Eh bien, ces études ont montré qu'il fallait traiter 40 personnes en prévention primaire et 14 en prévention secondaire pendant un an pour éviter un AVC. Alors ça, c'est pour de la fibrillation atriale clinique, c'est-à-dire des personnes qui ont un électrocardiogramme en fibrillation atriale. Et pour la fibrillation atriale silencieuse, c'est totalement différent, on n'est pas du tout dans le même contexte, et vous comprendrez que la signification d'un électrocardiogramme de 10 secondes sur 10 secondes en fibrillation atriale n'est pas la même que celle d'un passage en fibrillation atriale sur un holter de 24 heures, et est encore plus différente que celle d'un enregistrement continu sur
une prothèse cardiaque avec 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de FA, et là la signification est encore plus débattue. Donc les dernières recommandations de nos sociétés savantes, c'est de prendre en compte évidemment la présence, oui ou non, de façon qualitative de fibrillation atriale, mais également d'essayer de stratifier de façon quantitative la charge en FA et les facteurs de risque d'accident thromboembolique pour essayer de ne traiter que les patients qui en ont besoin. Puisque le risque de ces dépistages, c'est bien entendu de surtraiter des patients, de les exposer aux effets indésirables de médicaments avec une marge thérapeutique étroite, et de les exposer également à d'autres examens qui peuvent eux-mêmes avoir des effets indésirables. Donc on est encore dans une zone qui n'est pas totalement éclaircie, et on a encore des interrogations qui ne sont pas totalement auxquelles on n'a pas totalement répondu. Donc l'ESC dit aussi que un diagnostic de fibrillation atriale, ça nécessite évidemment pas uniquement un photoplétismographe, pas uniquement une montre connectée, mais un électrocardiogramme ou alors un enregistrement, 12 dérivations, ou un enregistrement, une seule dérivation, mais de plus de 30 secondes, analysé par un cardiologue. Et je crois que c'est très important de savoir que pour parler de fibrillation atriale, il y a finalement différents types de diagnostics avec différentes forces diagnostiques. Donc en conclusion, ces nouveaux outils sont performants, ils ont une sensibilité, une spécificité qui est très élevée, mais il faut faire attention lorsqu'on les utilise dans une population à prévalence faible, et vous savez que les personnes qui sont les plus connectées, généralement qui ont plus de smartwatch, etc., sont parfois plutôt des personnes jeunes qui n'ont pas de fibrillation atriale. Ça entraîne de nombreux faux positifs avec les conséquences que ça peut avoir, et il faut faire des études randomisées pour estimer l'intérêt de traiter ces patients, et on n'a pas encore ces études randomisées. Je vous remercie pour votre attention. Super, merci Vlad. On a vraiment fait l'impression que Big Brother is watching now. On a un tas de données sur les montres connectées avec les téléphones et tout ça, mais des fois justement on ne sait pas trop quoi faire avec. Et c'est plutôt pour essayer de c'est quoi exactement le seuil pour la durée de l'EFA? C'est quoi le cut-off? Alors en fait, tout est basé sur les grandes études randomisées qui ont comparé les personnes qui étaient connues pour faire de la FA. On a comparé placebo versus AVK. Ça, c'était il y a très longtemps, on pouvait le faire. Et les personnes qui ont été incluses dans ces études devaient avoir soit un électrocardiogramme qualifiant en FA, soit un holter de 24 heures avec plus de 30 secondes de FA. Sauf que dans ces études, l'immense majorité des patients étaient des patients en fibrillation atriale avec un diagnostic qui était réalisé sur un électrocardiogramme. Donc le sous-groupe des patients qui avaient plus de 30 secondes de FA, moi j'ai appris pendant tout mon internat, mon clinica, on me disait c'est 30 secondes le cut-off sur un holter de 24 heures, si tu as plus de 30 secondes tu anticoagules. Okay. Sauf que maintenant on a non seulement le problème des holters, mais aussi le problème des holters de longue durée, le problème des prothèses, le problème des photoplétismographes. Et puis là, j'en ai pas parlé puisque ça concerne plutôt les reveals, mais il y a une étude qui a été beaucoup débattue au dernier congrès de l'ESC, qui est l'étude Loop, et qui a échoué à mettre en évidence un intérêt thérapeutique à anticoaguler des personnes chez qui on dépistait de la FA grâce aux enregistreurs sous-cutanés, c'est-à-dire des enregistrements continus sur plusieurs mois, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc pour l'instant, on pense simplement que une fibrillation atriale clinique, une fibrillation atriale dépistée sur un électrocardiogramme a plus de poids qu'une fibrillation atriale dépistée d'une autre manière. Et bien qu'on ait tendance intuitivement à vouloir anticoaguler des patients qui ont un certain nombre de facteurs de risque, on n'a pas encore la preuve que ce facteur de mauvais pronostic qu'est la FA, il se traduit directement par un effet thérapeutique quand on anticoagule les patients. Et c'est le vrai problème, et je pense qu'il va y avoir des grandes études qui vont, j'espère, y répondre bientôt, mais ça reste un angle mort. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Je vais vous demander juste de couper le micro et de poser votre question. Sinon, juste pour rester un petit peu à l'heure, on va passer sur un autre sujet qui a un petit peu qui a des liens entre l'EFA aussi. Et je vais demander à Philippe Garot de vous parler un petit peu des fermetures des FOP après un AIC. Merci beaucoup Antoinette et merci à tous de votre présence. Effectivement, donc le foramen ovale perméable, vous le savez, a une relation de causalité qui est ancienne avec l'AVC. La relation entre les deux est établie de façon très ancienne, mais on a des études récentes qui ont été publiées en novembre 2017, 3 études internationales de grande ampleur
qui ont confirmé que la fermeture de FOP entraînait une réduction très importante du risque de récidive d'AVC. Et sur la base de ces 3 études, on a maintenant des recommandations qui sont tout à fait claires. Chez un patient d'âge physiologique jeune, après un accident vasculaire cérébral cryptogénique, il est recommandé de fermer le FOP. Et je souhaite vous présenter une intervention pendant les 10 minutes qui viennent, une intervention qu'on a filmée et préparée pour ce meeting ce soir, qui va durer une dizaine de minutes. Il s'agit du cas d'un patient, vous voyez, de 65 ans, qui a présenté un accident vasculaire cérébral régressif, chez qui le bilan étiologique est resté négatif. En particulier, pas d'épisode de fibrillation atriale sur le Holter de longue durée. Vous savez, ces Holters qu'on laisse en place pendant 15 jours, 3 semaines. Et chez ce patient qui a eu une échographie transœsophagienne dans un autre centre, on a mis en évidence un PFO avec également un doute sur une anomalie type sinus venosus. On a piqué la veine fémorale sous échographie. On est en place avec une sonde JR4, qui est une sonde d'opacification coronaire, mais qui va nous permettre de passer dans le septum. Et vous voyez sur l'écran le PFO du patient, le septum interatrial avec le chenal, et on a fait des mesures du côté de l'oreillette droite et du côté de l'oreillette gauche, et ces mesures sont compatibles avec une grande prothèse de PFO, c'est-à-dire une prothèse qui a un disque de 35 mm à droite et 25 mm à gauche. Donc vous voyez que sur le versant droit, on a 2 mesures à 17,5, donc on va bien couvrir tout le septum, et sur le versant gauche, on a 2 mesures à 12-13 mm, où on voit bien qu'on va avoir aussi une bonne couverture. Ça va avoir pour effet certainement de piéger l'asia entre les 2 disques de la prothèse PFO en Platzer. Donc on va aller franchir le FOP maintenant qu'on a fait nos mesures. On va placer la sonde au contact du septum, et puis on va essayer de passer le guide au travers du FOP. Voilà. Donc là, vous voyez que le guide est monté, qu'il a quitté l'aire médiastinale. On n'est plus dans la veine pulmonaire supérieure gauche. Donc ça nous laisse du champ. On va avoir du soutien pour pouvoir monter notre gaine, la gaine qui va permettre de libérer la prothèse. Donc on a la gaine ici qui fait 10 French avec son introducteur, et on a une 3e partie qui est un câble sur lequel sera insérée la prothèse à l'extrémité. Donc on vient mettre l'introducteur dans la gaine de largage. Et on prépare également le chargeur dans lequel on viendra passer le câble. Donc le chargeur, c'est un Y avec une voie de perfusion. On va passer le câble ici et on va charger la prothèse dans cette gaine. Donc on prépare ça. Là, on purge dans les 2 sens. Impeccable. On va passer la gaine dans l'Y. Je la dévisse un petit peu. Voilà. Et on a notre prothèse qui est là. Donc vous savez, c'est une prothèse à double disque. On aura le disque gauche qui est le petit disque ici qui fait 25 mm, le disque droit qui fait 35. Et donc cette prothèse va être étirée pour passer à l'intérieur de la gaine. Donc on humidifie la gaine, on la débule et on va la visser sur le câble, ce qui nécessite des bons yeux. Voilà, il y a 3-4 tours à faire pour que la prothèse soit vissée sur son câble, qui va nous permettre de la pousser à l'intérieur de la gaine. Et quand on est à l'extrémité du pas de vis, on met un petit quart de tour en arrière pour pouvoir faire en sorte qu'elle se libère facilement quand on sera en place. Ensuite, on va tirer sur ce câble pour que la prothèse rentre dans le chargeur. Voilà, bien dans l'axe, dans l'eau.
Parfait. Donc on a notre prothèse qui a été chargée à l'intérieur de cette gaine. Les deux parties que je vous ai montrées tout à l'heure, on a le disque droit et le disque gauche qui sont là. Tout ça est en place, on le réserve et on va venir mettre en place la gaine dans l'oreillette gauche. Là, on va retirer le désilet, monter la gaine. On va rajouter, très bien. On a fait un ACT qui est trop bas, il est à 200. On préfère, comme pour une angioplastie coronaire, être aux alentours de 300-350. Donc on rajoute de l'héparine pour atteindre l'objectif. Voilà, la gaine est en train de passer le PFO. On le voit maintenant. Il faut bien sûr savoir qu'on a l'introducteur qui dépasse d'environ 3 cm. Donc il faut que la gaine elle-même passe à gauche, pas seulement l'introducteur. On peut pousser un peu plus. Voilà, en vissant un petit peu en général, on arrive à passer à gauche facilement. Et donc on a maintenant la gaine, on la voit très bien à l'échographie qui est à gauche. On va se positionner déclive, il faut pas, on est dans l'oreillette gauche, il ne faut pas que on ait d'embolie gazeuse évidemment, donc on se met plus bas que le niveau du cœur pour que ça saigne, ce qui est le cas. Et ensuite on vient visser le chargeur et sa prothèse sur la gaine. Donc on a une pression dans l'oreillette gauche qui est entre 8 et 15 mm de mercure. Et vous voyez qu'on va se servir de cette pression pour faire un retour sanguin qui est le seul en fait à nous garantir qu'il n'y a pas d'erreur. La gaine et le chargeur. Là on attend d'avoir un retour suffisant en tapotant sur la prothèse pour éliminer les petites bulles. Et quand ça saigne comme ça à l'extrémité, on peut avancer le câble. Donc en avançant le câble, on va avancer la prothèse dans la gaine. Vous voyez qu'on a un petit marqueur sur le câble qui identifie la zone où on est à proximité de l'extrémité de la gaine. Donc là, on peut faire des rayons pour vérifier qu'effectivement, on approche de l'extrémité. Et puis ensuite, on va laisser la prothèse ici, à l'extrémité de la gaine, et on va retirer la gaine en faisant un point fixe sur le câble qui détient la prothèse. On a à ce moment-là le disque gauche qui est ouvert dans l'oreillette gauche, donc on va venir plaquer contre le septum, et on va ensuite garder la tension et continuer à retirer la gaine pour libérer le disque droit. Voilà, on a donc maintenant les deux disques qui sont libérés et on va exercer un mouvement de la gaine pour pouvoir axer la prothèse, comme ceci, pour qu'elle soit bien axée sur le septum. Et vous voyez sur l'image échographique, on voit très bien, notamment sur l'image gauche, qu'on a les deux disques qui sont en place et que le septum et l'asia, on le voit encore bouger entre les deux disques. Le septum est bien piégé, on a une bonne accroche sur la paroi postérieure avec les deux disques, mais aussi sur la paroi antérieure, sur l'aorte qu'on voit. Et les deux disques sont là, bien ouverts, sans conflit. Ils sont un petit peu écartés, mais ils vont se rapprocher avec le temps, parce qu'avec le sang qui est chaud, le tissu de la prothèse, la structure de la prothèse va se rapprocher, les deux disques. Et donc on va faire maintenant une dernière chose qui est un test de traction. On va vérifier en scopie et à l'écho que si on tire sur la prothèse, elle n'est pas délogée, elle reste en place. Donc on tire dessus, vous voyez, elle reste en place. Et de la même manière, on va ensuite pousser sur la prothèse en rapprochant la gaine. Et quand on pousse sur la prothèse, elle ne passe pas à gauche. Donc on a bien les deux disques qui sont en place de chaque côté du septum et qui sont parfaitement stables.
Et en échographie 3D, on voit tout à fait bien la structure dans l'oreillette gauche, qui est bien circulaire et dont les rapports sont tout à fait parfaits. Ici à droite, avec le câble. Et vous voyez que tout a l'air impeccable, il n'y a pas de flux périprothétique. Donc on va libérer notre prothèse qui a été implantée, et pour la libérer, je vais tirer un petit peu sur la gaine et on va dévisser le câble, ce qui va avoir pour effet de dévisser le pas de vis, toc, et on libère la prothèse. Voilà, donc la procédure, comme vous avez vu, est simple et pas complexe. Elle nécessite évidemment un environnement et des méthodes d'imagerie performantes pour pouvoir bien choisir la taille de la prothèse, bien la positionner, mais moyennant quoi, c'est une procédure qui est relativement simple, qui peut se faire en 5, 10, 15 minutes dans la grande majorité des cas, et on l'a fait aujourd'hui en ambulatoire de plus en plus souvent. Franchement, quand on voit les images là, on peut vraiment voir comment ça peut entraîner un AIT et des AVC. L'imagerie, vraiment, c'est impressionnant. Et c'est très important. Hein. Oui, absolument. Et vous avez vu l'apport de l'échographie transeuso, la 3D, c'est vraiment incroyable. On a un œil dans l'oreillette du patient. Donc évidemment, pour nous, c'est une aide conséquente, puisque on peut choisir la taille de la prothèse, on peut la positionner précisément et vérifier que la prothèse est bien étanche, qu'elle est stable, avoir vraiment un résultat optimal. Et écoutez, parlez un petit peu des traitements antiplaquettaires ou anticoagulants. Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors, effectivement, après avoir mis en place la prothèse, il est préconisé de maintenir un traitement antiplaquettaire pendant plusieurs mois. Les recommandations varient un peu en fonction des pays. Okay. En France, la Société française de cardio recommande éventuellement, mais c'est pas suivi dans tous les centres, une bithérapie. Donc le Plavix et le Cardégique, un peu par analogie à ce qu'on fait avec les stents pendant quelques mois, 1 à 3 mois. Et ensuite une monothérapie d'aspirine pendant plusieurs mois, entre 1 an et 5 ans, c'est très variable. On sait que la durée d'endothélialisation de ces prothèses est très variable en fonction des personnes. Okay. Voilà. Nous, on a l'habitude, comme beaucoup de centres, de faire une monothérapie avec l'aspirine, et moyennant quoi, il y a très très peu de thrombose de prothèses. Et est-ce qu'il faut faire un contrôle d'imagerie ou Oui, c'est recommandé. Il est recommandé de faire un contrôle d'imagerie. Une échographie transœsophagienne entre 6 mois et 1 an est tout à fait pertinente pour vérifier que la prothèse est toujours en place, qu'on n'a pas de thrombose sur la prothèse, qu'il n'y a pas de chinte résiduelle, que tout s'est bien cicatrisé. Okay. Et à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste coupez votre micro et vous pouvez intervenir quand vous voulez. Et si on n'a rien, on va changer un petit peu le sujet. Je vais demander à Mauro Romano de nous parler un petit peu sur la dilatation de l'aorte, qui, quand et pourquoi opérer. On va juste lancer ça. Merci Antoinette, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Merci à vous tous d'être là ce soir. Je vais essayer de partager avec vous quelques informations essentielles sur les indications à l'intervention chirurgicale dans les anévrismes de l'aorte ascendante. C'est un sujet très vaste qu'on va essayer de traiter en quelques minutes. Alors, lorsque l'aorte atteint des dimensions qui dépassent de 50% son diamètre considéré normal, elle est à considérer anévrismale. Et suivant l'étiologie donc de cette dilatation, les anévrismes se localisent de manière prédominante soit à la portion tubulaire sus-coronaire de l'aorte, soit à la racine, soit peuvent concerner donc les deux parties de l'aorte. Or, si on regarde effectivement de près une manière de les classifier, on voit qu'il y a des anévrismes qui sont dits syndromiques et d'autres dits non syndromiques. Les anévrismes syndromiques
comme on l'indique, rentrent dans le cadre de syndromes génétiques tels que la maladie de Marfan, la maladie d'Ehlers-Danlos et encore plus rarement la maladie de Loeys-Dietz, qui concerne moins d'un individu sur 1 million, alors que le Marfan et l'Ehlers-Danlos concernent 1 à 2 individus sur 10 000. Les anévrismes non syndromiques qui peuvent avoir aussi une composante génétique parce qu'ils se distinguent en sporadiques et familiaux, constituent, je dirais, l'immense majorité des anévrismes que nous sommes amenés à voir de notre pratique, et parmi lesquels on a des anévrismes athéromateux et des anévrismes non athéromateux qui peuvent entrer eux aussi dans le cadre de maladies génétiques avec des mutations au niveau donc, de la paroi donc de l'aorte, comme on les voit dans l'aortopathie qui accompagne les bicuspidies valvulaires. Or, le taux de complication donc, de ces dilatations de l'aorte ascendante est d'une certaine manière proportionnel au diamètre et le pourcentage de complications d'événements indésirables sur une aorte dilatée augmente déjà à partir de 45 à 50 mm et devient extrêmement significatif au-delà de 55 mm. D'où la nécessité de procéder à une chirurgie donc, de réparation, de remplacement de l'aorte en temps et en heure. Parce que c'est le seul moyen de prévenir les complications de la dilatation de l'aorte qui sont essentiellement la dissection, dont la mortalité à la phase hospitalière, il ne faut pas oublier, est de l'ordre de 25 à 30%, ou encore pire, effectivement, des complications létales comme la rupture. L'élément qu'on prend en considération dans l'immense majorité des cas pour se poser l'indication à la chirurgie dans les anévrismes de l'aorte ascendante est le diamètre. C'est le plus utilisé, mais il y en a d'autres. Mais il faut savoir aussi qu'à la phase de la dissection, très souvent, nous voyons des aortes qui ne sont absolument pas anévrismales. Et cela est reporté dans des études qu'on verra successivement. L'élément, je dirais, prédominant et qui est commun à l'immense majorité de ces patients quand ils arrivent au stade de la dissection et des patients porteurs d'anévrisme est l'hypertension artérielle. Or, quand on parle de diamètre, il faut savoir de quoi on parle, parce que dans une étude récente venant d'un centre qui a une énorme expérience dans la chirurgie de l'aorte, c'est une émanation de l'équipe du Mount Sinai actuellement à Yale, ils ont vu que la mesure du diamètre est quelque chose d'essentiel. Et les méthodes doivent se baser sur des études synchronisées avec ou son contraste en incluant aussi l'épaisseur de la paroi du vaisseau, parce qu'au cours des contrôles successifs qui peuvent être effectués pendant la surveillance d'un patient, le patient peut avoir un scanner qui est effectué sans injection de produit de contraste. Donc le fait d'inclure la paroi permet d'avoir un élément constant d'un examen sur l'autre. Et les mesures doivent être effectuées et au niveau donc, de l'aorte tubulaire et au niveau de la racine. Et au niveau de la racine, au niveau des sinus, c'est la distance entre les sinus et la distance entre sinus et commissure qui doivent être pris en considération simultanément. Or, ça, c'est un élément que voilà, tout le monde connaît, mais il y a d'autres éléments qui peuvent aider à la décision donc, d'amener un patient à la table d'opération. Parce qu'il faut savoir que l'immense majorité de ces patients sont asymptomatiques. L'anévrisme a fait l'objet d'une découverte fortuite, quelquefois à la médecine du travail, au cours d'une échographie pour d'autres raisons. Et donc l'imagerie doit être, je dirais, je dirais, et la décision doit être pesée suffisamment pour que, effectivement, le patient puisse accepter le risque de l'intervention chirurgicale et qui est par ailleurs très faible. Donc, les éléments qui peuvent aider sont l'utilisation du diamètre donc, de l'aorte indexé à la surface corporelle, mais ce n'est pas un élément assez fin dans la mesure où le poids d'un individu
peut varier au cours de la vie, alors que sa taille, une fois atteint l'âge adulte, ne varie pas. Donc, indexer le diamètre aortique à la taille du patient est un élément qui peut être pris en considération. Un élément encore plus fin, c'est celui de la surface de l'aorte, qui est rapporté à la taille du patient et puis au diamètre absolu de l'aorte. Et un autre élément qui est souvent négligé, c'est celui de la longueur de l'aorte. Les aortes qui sont très déroulées, on sait qu'elles représentent un danger déjà au-delà de 10 cm et au-delà de 13 cm, une aorte ascendante représente un risque de complication qui est 5 fois plus élevé que celui de la moyenne des dilatations de l'aorte. Donc, quand on voit effectivement les résultats de l'étude du registre, IRAD, c'est le registre international de la dissection aortique, donc on voit quels sont les éléments communs à tous ces patients, qui sont effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'hypertension artérielle, l'athérosclérose, et élément étonnant, il n'y a que 16% de ces patients, des patients arrivés sur la table d'opération pour une dissection aortique, qui étaient porteurs d'un anévrisme déjà connu. 5% sont effectivement des patients avec des maladies de Marfan, donc quelquefois des dissections iatrogéniques, mais on voit effectivement qu'une aorte non dilatée peut se compliquer, et donc c'est une raison pour laquelle effectivement il faut prêter particulièrement attention au suivi de ces patients, parce qu'une augmentation du diamètre de l'aorte de 5 mm en un an doit alerter et doit faire poser l'indication chirurgicale, en sachant que la racine aortique est beaucoup plus dangereuse que l'aorte tubulaire. Et le point charnière, toujours selon l'équipe de Yale, se situe au niveau de 5 cm au niveau de la racine et doit se situer à l'heure actuelle au niveau de 5,2 cm au niveau de l'aorte tubulaire. Alors, lorsqu'on regarde effectivement la mortalité pour ce type d'intervention, à l'heure actuelle, c'est-à-dire le remplacement de l'aorte ascendante avec ou sans un remplacement de la valve, on voit qu'il y a une très faible mortalité à la phase hospitalière et même à 5 et à 10 ans, quelle que soit la technique utilisée. Bien évidemment, celle qui fait meilleure figure, c'est le remplacement de l'aorte avec la conservation de la valve aortique et suivi par le remplacement global, le bental biologique. Et on voit aussi que à distance, c'est-à-dire en termes de liberté de réintervention et de mortalité à distance, les interventions conservatrices de la valve aortique sont celles effectivement qui donnent la meilleure satisfaction aux patients et qui permettent aux patients d'accepter une intervention aussi lourde. Et même quand on regarde le taux de complications qui sont liées à l'utilisation éventuelle d'anticoagulants ou d'autres complications possibles, les remplacements de l'aorte ascendante et de la racine avec conservation de la valve sont celles qui gardent la plus faible mortalité et morbidité, permettant d'accepter l'intervention chirurgicale. Et permettant aussi de comprendre pourquoi petit à petit on arrive à une réduction effectivement du diamètre minimal à partir duquel on propose l'intervention chirurgicale. Il y a des années, on proposait une intervention au-delà de 55 mm. Maintenant, on descend progressivement vers 50. Bien évidemment, je parle des dilatations et des anévrismes non syndromiques, parce que pour les dilatations syndromiques génétique, donc il y a d'autres critères en même titre que pour la orthopathie accompagnant une bicuspidie valvulaire. Et voilà, ça c'est, je dirais, un algorithme qui peut permettre effectivement d'aider à la décision, c'est-à-dire une aorte ascendante dilatée, anévrismale sans dysfonction valvulaire. À l'heure actuelle, on a tendance à poser l'indication chirurgicale déjà à partir de 45 mm pour des aorthopathies génétiques et 50 mm pour les non-syndromiques. Lorsqu'il y a une valvulopathie associée, ça ne se discute absolument pas. Dès l'instant où il y a une maladie valvulaire associée, on va directement à la chirurgie. Autrement, on prend en considération d'autres éléments qui sont les prolapsus ou l'asymétrie des sinus de Valsalva, les dilatations asymétriques de l'aorte, la modification de la position des ostia coronaires par rapport au plan de l'anneau. Mais en ligne générale, aujourd'hui, il est communément accepté que la chirurgie précoce peut être effectuée, mais bien évidemment dans des centres spécialisés et par des chirurgiens expérimentés. Et quand il est possible, il vaut mieux conserver la valve aortique.
Je vous remercie de votre attention. Merci Maro. Et c'est vrai que c'est étonnant quand on voit qu'il y a 16% des patients qui s'est présentés avec une dissection qui était déjà suivis pour un anévrisme. Alors, qu'il y avait une dilatation, mais qui n'était pas franchement anévrismale, ou quelquefois ils arrivent au stade de la dissection avec des diamètres qui sont presque ceux d'une aorte normale ou à peine dilatés. Dans une étude de Svensson, qui est à la Cleveland Clinic, ils ont constaté que dans un certain nombre de patients porteurs de bicuspidie valvulaire et arrivés au stade de la dissection, il n'y avait que 10% des patients qui avaient une aorte anévrismale. Ok. Du coup, c'est pas si il y a une aortopathie, mais c'est pas si la dilatation, ça va pas forcément avec, hein, c'est ça? Non, c'est sûr. Mais bon, il faudrait rentrer dans le mérite effectivement de toutes les mutations génétiques qui sont à l'origine effectivement donc des anévrismes et de n'importe quelle dilatation de l'aorte ascendante. Et il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. Des patients qui sont tout simplement sévèrement hypertendus. Aujourd'hui, on s'intéresse effectivement aux contraintes de pression au niveau de la paroi et aux mutations que ça peut induire avec la dysfonction endothéliale, l'inflammation, les mutations effectivement liées à l'onde de pression et à partir de là effectivement arriver à savoir quels sont les patients qui doivent être opérés plus précocement. Oui. Et c'est vraiment les clés, c'est le suivi. C'est des scanners, c'est quoi l'idéal, c'est le scanner, mais lorsque, effectivement, quand il y a une dilatation modérée, il n'y a pas lieu de faire un scanner trop fréquemment, tous les 2 ou 3 ans, mais dès l'instant où l'aorte commence à bouger et commence à augmenter de diamètre, là, il faudra effectivement intensifier les examens. Et l'idéal, c'est de le faire faire dans des centres qui connaissent très bien effectivement la méthode d'exploration géographique, scanographique de la aorte, pour avoir des mesures constantes, une appréciation constante des mesures. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on fait des scanners pour les TAVI, on voit très souvent l'aorte ascendante qui est un petit peu dilatée. Oui, moi j'avais une question à ce sujet, Mauro, s'il te plaît. Pour un patient de 75-80 ans, qui a une sténose aortique et pour lequel on avait envisagé éventuellement un TAVI. Qu'est-ce qui, l'association avec la dilatation aortique, qu'est-ce qui va te faire pencher plutôt pour une chirurgie complète, globale, avec l'aorte et la valve, ou maintenir le TAVI en disant le TAVI va avoir une efficacité et peut-être qu'on peut gagner quelques années, réintervenir plus tard? Quels sont les éléments qui vont te faire choisir avec une aorte qui n'est pas très dilatée, qui est à 50 mm? Un patient porte une sténose aortique avec une aorte ascendante à 50 mm, en dehors de la bicuspidie valvulaire, peut encore bénéficier du TAVI s'il n'a pas s'il a les comorbidités qui accompagnent effectivement l'indication au TAVI. Mais à l'heure actuelle, où les indications du TAVI se sont élargies jusqu'aux malades à faible risque, c'est communément accepté, je dirais que ça reste légitime de proposer le TAVI à ces patients-là. À 50 mm, oui. En sachant que l'évolution, tu nous l'as montré, du diamètre est très, très rapide. Non, il peut y avoir des situations dans lesquelles chez des patients hypertendus ou qui ont d'autres aortopathies génétiques méconnues, l'augmentation de diamètre peut être rapide, mais je dirais que arrivé à cet âge-là, c'est 75 et 80 ans, les choses sont plus ou moins stabilisées. Bon, moi j'essaie de faire marcher l'iPad, je pense que je vais arriver. Il y a quelques questions là. Je vais vous passer ça, Mauro, on va sortir les lunettes. Là, c'est comment on va se comporter vis-à-vis d'un anévrisme localisé dans... oui, les anévrismes du sinus de Valsalva. C'est des anévrismes qui sont limités jusqu'au sinus de Valsalva.
C'est une situation assez rare, mais qui peut être traitée de manière, je dirais, ciblée. Alors, il y a quelques équipes, au moins une en particulier, qui propose des remplacements isolés d'un sinus de Valsalva avec une pièce de Dacron, avec réimplantation de l'ostium coronaire s'il y a lieu, si ça se développe par exemple au niveau de l'ostium de la coronaire droite. Ok. C'est une pièce de Dacron qu'on découpe à la forme du sinus de Valsalva et qu'on remplace le sinus de Valsalva avec. Mais c'est quelque chose c'est très rare, ça. C'est très rare, mais il faut savoir aussi que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger parce que comme la racine, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus dangereuse que le reste de la horte. Il y a des diamètres, en fait on est dans les 50 mm. 50 mm au niveau de la racine, même l'étude que Lefteriades et l'équipe de Yale ont montré, c'est-à-dire au niveau de la racine, le point charnière, c'est 50 mm. Ok. Et juste une autre question, c'est est-ce qu'on indexe le diamètre à la surface corporelle pour la décision chirurgicale? Oui, on l'utilise. C'est pas que 50 mm, mais il faut prendre en contexte la surface corporelle. Là, effectivement, on peut prendre en considération aussi d'autres éléments qui sont effectivement l'index, la longueur de la horte, etc. Mais pour ce qui est donc de la racine, on reste effectivement dans un cadre vraiment bien spécifique dans lequel les indications doivent être larges. Ok. Et juste une petite question sur des techniques en interventionnel par endoprothèse pour les... Alors, la horte ascendante reste encore un peu difficile à traiter à cause de la proximité des coronaires. Il y a des endoprothèses qui sont en cours de développement, d'autres qui sont à la phase plus ou moins commerciale, qui permettent de remplacer donc, la horte ascendante en zone 0, mais en même temps que la crosse, avec une extension qui va dans le TABC, qui permet aussi de stabiliser et éviter un mouvement proximal donc, de la prothèse. À la phase aiguë d'une dissection, je sais, parce que il m'en a parlé, c'est un collègue d'Angers qui avait mis donc une endoprothèse dans une aorte ascendante, la peur au ventre. Bon, ça a marché. Mais voilà, c'était ça. Une personne très âgée qui aurait encouru un risque opératoire extrêmement élevé, donc on a pris le risque. D'éventuellement se retrouver face à une coronaire, mais là on n'avait vraiment pas le choix. Mais pour l'instant, pour des gens comme la landing zone 0 est encore un peu difficile à traiter. Mais on y travaille pas mal. Mais pour faire ça, il faut un point d'ancrage, je dirais, accessible et fiable. Si là, je n'ai pas pu trop m'épancher là-dessus, mais la perte, l'effacement de la jonction sinotubulaire, par exemple, dans un cas comme celui-là, c'est comme l'absence de collet anévrismal pour un anévrisme de l'aorte abdominale. Il n'y a pas de point d'ancrage. Mais si on a une jonction sinotubulaire fiable, là, on peut éventuellement s'ancrer en zone 0, donc pour la partie proximale de la prothèse. Mais ça reste des techniques qui sont toujours vraiment en développement. C'est de la technologie de haut vol. Ils sont en train de le mettre au point, mais pour l'instant, on n'est pas encore à la phase, je dirais, d'une plus grande diffusion. Bon, très bien, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on voit tous, c'est vraiment... écoutez, on va passer sur un autre sujet. On est tous un petit peu occupés et on n'a pas toujours le temps pour faire tous les congrès, pour rester à point sur toutes les études. Et on a Victor qui va nous parler un petit peu de l'ESC, de ce qui se passait sur la dernière édition. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Victor Bolève, je suis un des cardiologues cliniciens et échographistes de Jacques Cartier. On va mettre en diaporama, voilà. Ça sera mieux. Donc comme vous le savez, l'ESC était virtuel cette année, virtuel mais assez dense et un programme assez chargé. Évidemment, en 10 minutes, on ne va pas pouvoir tout résumer, on va voir les points forts. Il y a eu quand même 4 nouvelles guidelines, près de 430 sessions, 3600 abstracts. Les guidelines, donc la prévention cardiovasculaire, les pathologies valvulaires, la stimulation cardiaque et l'insuffisance cardiaque. Sur ce topo de 10 minutes, on va se focaliser sur les pathologies valvulaires, les nouveautés et ce qui a changé par rapport à 2017. Et on va voir 3 grandes études qui pourront changer nos pratiques dans l'avenir. Concernant d'abord les recommandations, globalement il y a quand même une évolution et un sens vers
la chirurgie précoce des patients asymptomatiques, soit pour la aorte comme pour la mitrale. Par exemple, pour la fuite aortique, on a maintenant en classe 1 le DTS-VG à plus de 50 mm qui passe donc en classe 1 de recommandation pour la chirurgie de la fuite aortique et la FVG à moins de 50%, ce qui était déjà le cas en 2017. Mais maintenant, on a également une indication de classe 2B, la FVG à moins de 55% chez le patient à bas risque, donc ce n'était pas le cas en 2017. Concernant le RAC, on a toujours en classe 1 la FVG à moins de 55%, mais on a maintenant de niveau 2A la FVG à moins de 55%, ce qui est également une nouveauté. On a également une recommandation 2A pour la Vmax à plus de 5 mètres. Vous vous souvenez qu'en 2017, c'était plutôt 5 mètres 5 par seconde chez le patient asymptomatique pour l'indication opératoire en 2A. On a toujours par ailleurs les calcifications sévères, la progression rapide et l'élévation importante du BNP également en niveau 2A, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la Vmax à plus de 5 mètres et non plus 5 mètres 5. Concernant le choix, donc, ce qui est important, le choix entre la technique, donc RVAO conventionnel ou TAVI, les recommandations ont mis comme cutoff l'âge de 75 ans, donc avant 75 ans, donc 74 ans finalement, et bas risque, donc STS score, Euroscore 2, bas à moins de 4%. On continue à faire la chirurgie conventionnelle, le RVAO classique, ou chez le patient qui est opérable, mais chez qui l'abord transfémoral est impossible, en classe 1. Par ailleurs, donc, le TAVI est recommandé pour tous les autres patients, donc 75 ans ou plus, ou les patients à haut risque chirurgical, à plus de 8%. Les patients à risque intermédiaire, en 4 à 8%. Globalement, on sait maintenant avec les études que le TAVI fait aussi bien que la chirurgie conventionnelle. Dans les recommandations, c'est plutôt au cas par cas, évidemment en fonction de l'anatomie du patient, de son scanner, du choix du patient également, du choix du patient, ça a également un impact. Concernant ensuite le TAVI, toujours un point important. Maintenant, on sait depuis Popular TAVI que l'aspirine fait aussi bien que la bithérapie. En pratique, les recommandations ont maintenant suivi donc le titre Popular TAVI où on laisse un traitement en pratique c'est aspirine en monothérapie, généralement en post-TAVI. Sauf que par cas précis et particulier, mais généralement on laisse une monothérapie par Carnegie seul. Les AOD n'ont pas leur place en post-AVI, hors indication évidemment autre, FA ou embolie ou thrombose veineuse évidemment. Concernant la fuite mitrale primaire, également, on va vers une chirurgie plus précoce pour les patients asymptomatiques avec une chirurgie des DTS-VG à plus de 40 mm. Vous vous souvenez qu'en 2017, c'était plutôt 45 mm. Avec toujours la FVG à moins de 30%, ça reste en classe 1 évidemment. Nouveauté également, maintenant on est en classe 2A de recommandation, le volume OG à plus de 60 L par mètre carré avec un patient qui est probablement pacifiable. En 2017, le volume OG était également mentionné, mais plutôt en cas de DTS-VG entre 40 et 45 mm. Là, maintenant, c'est que l'indication chirurgicale peut se poser sur un volume OG important chez un patient plastifiable. Ça joue beaucoup, quel que soit le volume du VG, quel que soit le DTS-VG. Ce qui a changé pour les IM secondaires sévères, c'est plutôt le critère échographique de SOR, qui est maintenant à 40 mm² ou 30 mm² en cas d'orifice elliptique. Vous vous souvenez que c'était plutôt 20 mm² en 2017. Le MitraClip dans tout ça a trouvé sa place finalement avec les études. Dans l'IM primaire, on est en 2B pour l'IM sévère symptomatique chez le patient à haut risque ou inopérable. Évidemment, en fonction des critères échographiques, que je ne rappelle pas ici, mais qu'il faut quand même vraiment toujours screener le patient avant de l'envoyer au MitraClip. C'est important pour l'IM primaire en particulier. Dans l'IM secondaire, maintenant, c'est vrai qu'on est en 2A avec Coapt, Mitra-HR, publié il y a maintenant 2 ans. Chez le patient avec IM sévère symptomatique, malgré un traitement médical optimal, chez le patient non opérable, l'indication du MitraClip est assez claire et on est en 2A. Il ne faut quand même pas oublier de traiter le patient optimalement et l'envoyer au MitraClip en cas de symptômes persistants malgré un traitement optimal, éventuellement même un DEF triple chambre si besoin, et vraiment optimiser le traitement avant d'envoyer au clip. Mais on est en 2A si les symptômes persistent. Un point nouveau également, c'est la fuite tricuspide primaire, où là, l'indication chirurgicale est licite en cas d'unité sévère symptomatique sans dysfonction VD, mais également en cas d'unité secondaire, on est en 2A sur unité sévère symptomatique, en l'absence, point important quand même, en l'absence de dysfonction VD sévère ou d'HTAP sévère fixé,
pour lequel la chirurgie serait très haut risque. Pareil d'ailleurs pour le triclip en percutané, où c'est envisageable en qualité sévère symptomatique le patient inopérable, en sachant que la dysfonction VD sévère va également contre-indiquer généralement le triclip. Également, si l'anneau triclip est très très dilaté et qu'on a un gap majeur, on ne pourra pas proposer un triclip. Donc il vaut mieux prendre en charge le patient précocement et pas si les symptômes persistants, et ne pas attendre d'arriver vers la dysfonction VD sévère où on ne pourra hélas rien proposer au patient, à part un traitement médical optimal. Voilà pour ce rapide survol des recommandations sur les pathologies valvulaires. Évidemment, c'est assez succinct et je n'ai pas pu tout dire. C'est un peu les points, les nouveautés, les points importants à retenir des recommandations sur les pathologies valvulaires de 2021. Il y avait des recommandations aussi sur l'insuffisance cardiaque, le pacing et la prévention cardiovasculaire qu'on ne peut pas évidemment détailler ce soir. On va voir après 3 grandes études qui ont marqué quand même le SC 2021 et qui changeront nos pratiques dans l'avenir. Déjà, Emperor Preserved, alors c'est une étude qui a étudié l'empagliflozine, qui est donc une glyphosine chez les patients avec une insuffisance cardiaque à effet préservé. Vous connaissez donc la nouvelle classe des inhibiteurs de SGLT2, les glyphosines, empagliflozine, dans l'étude en particulier. C'est une classe de médicaments qui va inhiber donc, le cotransporteur sodium-glucose, ce qui va avoir pour effet de majorer la glycosurie, donc, ce qui explique les effets secondaires à type d'infection génito-urinaire chez les patients sous inhibiteurs de SGLT2. Depuis maintenant 6-7 ans, depuis 2015, ça a montré un bénéfice majeur en mortalité cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Donc, d'où l'envie d'étudier cette classe thérapeutique chez les patients non diabétiques. Ça a prouvé, il y a maintenant quelques années, 2-3 ans, dans DAPA-HF et Emperor Reduced, un bénéfice majeur en termes de mortalité sur les critères durs chez les patients avec une insuffisance cardiaque à effet altéré. Et maintenant, la question qui se posait, c'était le bénéfice chez les patients à effet préservé. Donc, raison pour laquelle a été montée l'étude Emperor Preserved, où on a étudié l'empagliflozine 10 mg par jour vs placebo chez près de 6000 patients. Les patients inclus avaient une FVG à plus de 40%, donc en moyenne 54%. Ce qui est quand même un point important, c'est qu'il y avait quand même des patients à FVG entre 41 et 49%. C'est quand même 33% de mémoire des patients qui avaient une FVG entre 41 et 49%, et 30% de patients qui avaient une FVG entre 50 et 59%. Donc c'est plutôt les patients à FVG préservés, mais aussi des patients à FVG moyennement altérés. C'est le terme qui est maintenant mis en place dans les nouvelles recommandations 2021. Donc c'est pas uniquement les patients à FVG préservés au sens propre. Des patients avec ou sans diabète, il y avait quand même la moitié de patients qui avaient un diabète, donc c'est quand même beaucoup de diabétiques. Le critère principal de jugement était un critère composite d'événements cardiovasculaires et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Les résultats, vous les connaissez, étaient franchement significatifs, avec une réduction de risque relatif de près de 21% sur le critère dur d'événements cardiovasculaires. Précocement, dès J18, on a eu une différence significative, avec une forte significativité. Donc, c'est une étude vraiment encourageante pour traiter les patients à FE préservés. Après, clairement, en sous-groupe, il n'y a pas eu d'analyse en sous-groupe précisément. Les patients qui paraissent quand même tirer bénéfice des glyphosines, c'est quand même les patients qui ont des FE altérés. Et ce qui tire la significativité dans l'étude, c'est quand même avant tout les patients avec une FEVG entre 41 et 59%. Il y a toujours la question des patients qui ont une FEVG normale, voire supranormale, ces patients qui ont des problèmes de compliance majeure du VG, pour qui l'étude finalement ne va pas forcément répondre, et on n'est pas certain qu'il y ait un bénéfice à les mettre sous glyphosine. Il y a des études qui seront probablement effectuées, je pense, pour répondre à cette question-là, mais pour l'instant, clairement, avec Emperor Preserved, on ne peut pas répondre à la question de ces patients qu'on connaît, ces patients âgés avec des petits VG hyperkinétiques et un problème de compliance majeure du VG. Clairement, Emperor Preserved ne va pas répondre à cette question-là, mais c'est déjà un point intéressant. C'est la première étude positive, on se souvient. Entresto n'a pas marché, c'était limite, mais Entresto n'a pas montré de différence significative chez les patients à effet préservé. Les anti-aldostérone non plus, donc c'est la première étude quand même positive et qui a montré un bénéfice chez les patients avec l'absence d'altération de la FVG. Donc c'est quand même vraiment une nouveauté et un point important à retenir de l'étude de l'ESC 2021. Deuxième étude intéressante, l'étude SAS, une étude chinoise qui a voulu évaluer l'intérêt pour la mortalité cardiovasculaire et les décès d'un traitement par substitut du sel. Alors c'est une étude chinoise qui inclut 21 000 patients, une étude massive en cluster. Ils ont inclus des villages chinois. Ils ont inclus les patients qui avaient fait un AVC ou qui avaient une HTA. Alors ils ont randomisé en 1 pour 1 en cluster, donc c'est-à-dire qu'ils ont randomisé un village
celle de table, un village en substitut. Bon, ça se défend. C'est à partir de 3/4 de NaCl et 25% de KCl. Donc c'est pas entièrement du KCl, hein, c'est en masse, c'est 25% de KCl dans l'étude, avec un critère du jugement principal qui est les AVC, un critère secondaire qui est MAVES ou DC. L'étude était clairement significative, hein, sur le critère principal et sur le critère secondaire, avec, pour les AVC par exemple, un taux d'AVC plus bas dans le groupe substitut, 29 événements vs 34 pour 1000 personnes l'année, avec une forte significativité. Après, en termes d'effets secondaires, il n'y a pas eu plus d'effets secondaires liés à l'hypercalémie. Il y a quand même plus d'hypercalémie, ce qui est logique, hein, quand on donne du potassium à des patients, mais il n'y a pas eu plus d'effets secondaires liés à l'hypercalémie. Donc il n'y a pas eu plus de BA complet, pas eu plus d'hospitalisation pour hypercalémie. Ça a quand même montré une sécurité assez rassurante. C'est une population chinoise, un régime alimentaire qui n'est pas le même que le régime occidental. Est-ce qu'on peut extrapoler l'étude à une population européenne? C'est quand même probable et c'est quand même des résultats assez robustes. Donc c'est vraiment encourageant et ça peut nous pousser à proposer à nos patients à haut risque cardiovasculaire des substituts au sel. La question aussi qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est la baisse de l'apport en sodium qui a montré un bénéfice ou est-ce que c'est la majoration de l'apport potassique? Alors l'étude n'était pas faite, pas designée pour répondre à cette question-là, mais c'est probablement un effet conjoint des deux thérapeutique et donc la majoration de l'apport en potassium qui a aussi montré un intérêt. On sait que la majoration de l'apport en potassium va clairement baisser la tension des patients. C'est la première étude, hein, qui a montré un bénéfice des substituts en sel, donc c'est assez innovant. L'étude est parue dans le New England Journal of Medicine en même temps qu'elle a été publiée à l'ESC. Mais est-ce qu'elle a le même goût? Le goût est assez proche, Okay. A priori. Bon. Je ne veux pas avoir goûté. Dernière étude, l'étude IMI, une étude suédoise, qui a étudié l'intérêt de la vaccination antigrippale, donc c'est à la mode, hein, la vaccination actuellement, dans l'infarctus du myocarde, une étude randomisée, hein, ils ont inclus 2600 patients pris en charge pour des événements, avant tout des événements aigus, hein, des stémies, non-stémies, et à la marge, patients coronariens stables à haut risque, pris en charge en Suède, au Danemark, également en Australie, au Bangladesh. Ils ont randomisé entre vaccination antigrippale ou placebo dans les 3 jours après l'admission. L'inclusion se faisait uniquement en période épidémique, donc en hiver dans l'hémisphère nord et durant l'été austral dans l'hémisphère sud, en Australie en particulier. Ils ont inclus pendant 5 ans. L'étude a été freinée par l'arrivée du Covid, évidemment. Ils ont arrêté précocement l'étude à cause du Covid. Et malgré ce manque de puissance, malgré le fait qu'ils n'étaient pas inclus tous les patients prévus, il y avait une significativité assez forte, une réduction à 12 mois d'un critère de jugement principal composite, décès de toute cause, IDM, thrombose de stent. Clairement, ça doit quand même nous faire proposer à nos patients une vaccination antigrippale. Et bon, cet hiver est probablement une vaccination conjointe grippe-Covid. Hein. Clairement, ça a montré un bénéfice majeur en réduction des événements cardiovasculaires. C'est déjà une recommandation mais avec un niveau de preuve assez faible. Il n'y a pas d'étude randomisée sur la vaccination antigrippale. C'est la première étude randomisée qui a montré un bénéfice majeur du vaccin antigrippal en prévention des récidives d'événements ischémiques avec des critères assez durs. Donc ça a quand même changé nos pratiques dans l'avenir. Je vous remercie. Bah super, un vrai tour de force de l'ESC là. C'est vraiment... on a commencé là avec les nouveaux recours pour le valvulaire. Mais là, je trouve que de plus en plus, à quel point quand on voit un patient avec un RAC, est-ce qu'il faut faire le scanner chez tous ces patients une fois qu'ils ont plus de 65 ans? Qu'est-ce qu'on peut prendre de ces recours, quoi? L'intérêt, c'est quand même clairement d'opérer maintenant, d'aller plus rapidement finalement au geste, soit un TAVI ou une chirurgie conventionnelle. Après, le scanner a intérêt pour les calcifications, pour évaluer les calcifications et aussi l'anatomie quand même du patient, qui joue aussi quand même dans la décision thérapeutique, hein, clairement, et dans le choix entre TAVI et chirurgie conventionnelle. Chez le patient d'ailleurs à risque intermédiaire, l'anatomie va jouer, hein, un patient avec une anatomie favorable va clairement être plutôt drivé vers le TAVI plus que le patient avec une anatomie à risque pour le TAVI. Ouais. Donc de plus en plus, je pense qu'on s'installe du scanner justement pour aider dans le clairement, même si l'échographie reste quand même à la base pour le diagnostic et pour la sévérité, hein, du RAC, évidemment. Ouais. Je sais pas pour les bas risques, Victor, tu nous as parlé des hauts risques et des risques intermédiaires, donc qui sont vraiment devenus le terrain privilégié du TAVI. Pour les bas risques, à la suite de Partner 3, il y a des recommandations qui ont évolué également. Alors, les recommandations ESC, finalement, ils sont restés sur
risque intermédiaire et haut risque pour le TAVI, en Bari, ça reste sur la chirurgie conventionnelle pour l'instant. Ça reste encore en chirurgie conventionnelle. Après, tout ça, c'est à mettre. Le choix du patient aussi joue et dans la recommandation, ils en parlent. Hein. Le patient a son choix, a son mot à dire aussi. C'est une décision collégiale. Hein. C'est une décision collégiale avec le patient et l'équipe pluridisciplinaire. Mais pour l'instant, la recommandation, quand même, le bas-risque reste quand même pour l'instant, et le patient à bas-risque est jeune. Donc à 14 ans et moins, reste quand même pour l'instant dans le domaine de la chirurgie conventionnelle. Mais toute la frange des patients risque intermédiaire et à haut risque va clairement vers le TAVI. Et donc dès 75 ans, on va vers le TAVI maintenant, clairement. Ce qui est intéressant, c'est que les recommandations françaises, en fait, sont un peu disruptives, là, puisqu'elles sont, au contraire, elles, en faveur du TAVI pour les bas risques. C'est quelque chose de très, très récent. Donc on peut dire qu'habituellement, elles ne sont pas forcément toujours en avance sur les recommandations internationales, mais cette fois, suite à Partner 3 et l'HAS a vraiment clairement recommandé d'utiliser le TAVI. Mais c'est vrai que l'étude Partner 3 a montré une supériorité en termes de mortalité AVC. Et donc, c'est à noter qu'en France, on est un peu en avance cette fois par rapport aux autres pays. C'est quand même le sens de l'avenir et il est probable que les recommandations européennes vont évoluer dans ce sens-là dans les années à venir. Hein. C'est quand même très probable, hein. C'est évident. Bon, est-ce qu'on a des autres questions? Si vous avez des questions que j'ai dit, n'hésitez pas. Mais juste un commentaire, parce que plus de 25 ans après, c'est un papier qu'on avait publié donc à la rentrée avec Brousset sur la chirurgie mitrale pour insuffisance mitrale primaire dégénérative chez des malades asymptomatiques. Le concept a été finalement accepté. À l'époque, personne n'osait vraiment faire ça, mais on avait constaté sur une cohorte rétrospective de patients qui avaient été suivis pendant une dizaine d'années que la mortalité à distance était extrêmement faible, quasi nulle, et qu'avec une bonne réparation au temps zéro, les malades avaient un taux de liberté de réintervention qui fait de l'ordre de 95%. Donc ça fait plaisir de voir. Finalement, les recommandations évoluent vers des interventions plus précoces qu'avant et on va de plus en plus vers des chirurgies rapides chez les patients asymptomatiques. Avec une récupération et une restitution intégrale des capacités de contraction cardiaque chez des malades qui effectivement étaient asymptomatiques avec des VG qui n'étaient pratiquement pas dilatés. Mais moi je trouve toujours cette position du patient qui est asymptomatique. C'est tellement difficile des fois à évaluer. Là, je sais, par exemple, pour les RAC, là, il y a des recours pour faire des tests sur le tapis, justement pour évaluer le patient, pour vraiment voir s'ils sont asymptomatiques, parce que c'est tellement difficile des fois. Cet effort a quand même intérêt pour les symptômes, patients asymptomatiques. Finalement, voir son niveau d'effort, c'est toujours intéressant. Alors, le niveau d'effort aussi a intérêt pour voir la PAP. Elle n'est pas dans la recommandation, elle a été retirée de la recommandation, mais ça a quand même intérêt en pratique, parce qu'on a quand même le niveau d'effort et aussi l'évolution échographique à l'effort. Après, clairement, le patient asymptomatique, c'est dur de l'envoyer à la chirurgie. Il faut des critères, il faut vraiment se baser sur des recommandations pour pouvoir l'envoyer à la chirurgie et le convaincre. C'est des études qui sont en cours. Il y a Early TAVI et aussi une étude chirurgicale qui sont en cours justement pour essayer de tirer un petit peu plus d'infos sur ces patients qui sont asymptomatiques avec les gradients qui est quand même très élevés d'écho. Il y a juste une question, c'est le risque d'endocardite sur TAVI. Est-ce que c'est plus important après un TAVI ou le chirurgie classique? Non. Pas de différence. Non. On n'a pas. Non, dans la littérature, je pense qu'on n'a pas. la différence endocardite, c'est vrai, vous avez dit, elles sont très rares. Il y a quelques séries, j'ai connaissance d'une ou deux séries de cas qui ont été compilés d'extraction de prothèses après une endocardite, mais c'est vraiment des cas très, très rares. Et sur la discussion du symptomatique, je pense qu'on peut dire aussi que il y a une notion de subjectivité parce que les patients asymptomatiques, en fait, certains n'ont pas très envie de se faire intervenir et donc ils sont pas forcément. Oui, ils sont asymptomatiques, mais ils ont réduit leur activité pour pouvoir mettre en adéquation leur capacité et leur activité. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir une discussion avec eux, mais aussi avec leur entourage, avec la famille, sur ce qu'on appelle vraiment asymptomatique.
Moi, ce que je leur dis quand je les vois en consultation, c'est qu'il y a une symptomatologie subjective, mais il y a aussi des éléments objectifs et qui pèsent beaucoup plus lourd que le fait de se sentir un petit peu essoufflé. Et je leur dis surtout pour la sténose aortique, et quand l'essoufflement apparaît, je leur montre la courbe de survie qui se casse à ce moment-là. Et pour l'insuffisance nitrale, c'est la même chose. Donc là, ils se laissent plus facilement convaincre. Voilà, quand on leur apporte des éléments objectifs, ils sont capables parfois de comprendre le gradient, la différence de pression. On a plusieurs moyens de leur faire comprendre effectivement de la nécessité d'éliminer effectivement cette source possible de complications ultérieures. Et sur le tricuspide, sur l'espace tricuspide, là, ils ont trouvé une place assez vite pour les interventions. Pour le clip, et oui. Alors, le clip maintenant est impliqué dans la recommandation sur les patients symptomatiques, pas opérables. Donc, clairement, et c'est tout l'enjeu, c'est de réussir à screener les patients assez tôt, et pas arriver trop tard, où c'est dépassé, où le VD a une dysfonction sévère, où il y a un gap majeur, pour le coup, le triclip ne sera pas envisageable. Donc, il faut opérer et envoyer le patient, c'est vrai que pour le triclip et pour le screening, assez tôt, dès qu'il a une unité sévère symptomatique, que ce soit pour une chirurgie ou un triclip, il vaut mieux le screener assez tôt, quitte à le surveiller après, mais ne pas arriver trop tard, où là, pour le coup, on pourra proposer au patient qu'un traitement médical, du Lasix en pratique, et pas grand-chose de plus. Ouais. Et c'est que l'insuffisance tricuspide, c'est une condition qui apporte à mortalité lui-même. C'est pas toutes les autres conditions qui sont associées. Le fait d'avoir une fuite tricuspide, ça isolément, oui. Ouais. Et dans les recommandations, d'ailleurs, la fuite tricuspide secondaire, isolément de pathologie gauche, peut être opérée en l'absence de pathologie VG. C'est pas... Historiquement, c'est plutôt les fuites secondaires, et on opère les fuites tricuspides secondaires aux pathologies VG, mais la fuite tricuspide secondaire isolée a une indication chirurgicale en cas de symptômes persistants. Ouais. Ok, je pense qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour tous les sujets, toute la discussion. On a deux autres séances qui sont prévues en novembre. Je pense que c'est jeudi le 18 novembre et également en décembre. Et je vous invite tous à nous rejoindre pour la prochaine édition. Merci beaucoup pour rester connectés. Je sais qu'on a tous faim après une journée longue et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.